Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, c'est l'affiche du second tour de l'élection présidentielle française du 7 mai prochain. Emmanuel Macron en tête avec 23,7%, suivi de Marine Le Pen, 21,9% selon les dernières estimations. Assemblée de printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington, les indicateurs sont au vert pour la Côte d'Ivoire. La France et le Japon ont confirmé leur volonté d'accompagner le pays dans ses différents projets de développement. Guessabo, dans le Haut-Sassandra, est bien connu pour ses poissons en provenance du fleuve Sassandra. Mais cette année est assez particulière du fait de la sécheresse. Le poisson se fait moins abondant et de nombreux pêcheurs envisagent de changer de secteur d'activité. L'actualité internationale, ce sera dans le 7 sur 7, les faits marquants de la semaine dans le monde entier, notamment avec les mouvements sociaux au Venezuela et le congrès sous haute tension du parti populiste AfD en Allemagne. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ils seront face à face le 7 mai prochain pour le second tour de l'élection présidentielle française. En tête, avec 23,7% des voix, Emmanuel Macron devance Marine Le Pen, deuxième avec 21,9%. Et juste derrière, François Fillon, 19,7%, suivi de Jean-Luc Mélenchon, 19,2%. Dès l'annonce de ces résultats, les premières prises de position, François Fillon, Alain Juppé et Benoît Hamon ont appelé leurs partisans à voter Macron lors du second tour. Un autre chiffre important de ce scrutin, le taux de participation, il est de 69,42%, une légère baisse par rapport à 2012 qui enregistrait 70,59%. Eux, ils sont bien loin de chez eux, mais qu'importe, les Français vivant en Côte d'Ivoire ont aussi accompli leur devoir de citoyens. Ils sont près de 20 000 dans le pays et 13 000 inscrits sur les listes électorales. Le vote a eu lieu au consulat de France en Côte d'Ivoire. Herman Guivet. Abidjan, 9 h, consulat général de France. Une longue file d'attente. Il fait 29 degrés à l'ombre et certainement plus loin d'un abri. Une canicule qui n'a pas empêché les Français vivant en Côte d'Ivoire de venir voter pour leur candidat. Vous avez voté dans de bonnes conditions, c'était bien ? Oui, c'est parfait, oui. J'ai demandé aussi que comme il y a beaucoup de personnes âgées, on vienne offrir un peu d'eau à des gens qui vont attendre pendant 2 heures. Mais je ne sais pas si cela sera fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas voter, on ne peut même pas voter par Internet. Et il y a des gens qui habitent en brousse. Comment voulez-vous qu'ils viennent ici ? C'est pas possible. Donc il devrait y avoir un petit peu plus de bureaux de vote pour éviter ce genre de file d'attente, quoi. Vous avez voté ce matin dans de bonnes conditions ? Excellente. On est prêt à recommencer. Surtout si on nous donne une glace là-bas, hein, parce qu'il fait chaud. Hein. Pour assurer les électeurs, la gendarmerie française est bien présente, ainsi que les forces de police nationales. Alors ça s'est très bien passé, il y avait beaucoup de monde. Malgré qu'il y ait beaucoup de monde, ça avance assez rapidement, c'est bien structuré, c'est bien réparti. Donc ça s'est très bien passé. Ouais. Et vous avez voté pour qui ? Mon candidat. Et votre candidat, c'est qui ? Celui que j'ai choisi. Une affluence qui va crescendo. Plus le temps passe et plus la file d'attente s'étend. Selon les chiffres mis à notre disposition par le consulat, ils sont environ 18 000 ressortissants français à vivre en Côte d'Ivoire. Rappelons-le, 11 candidats sont en lice pour le premier tour de cette présidentielle. Lequel ou lesquels d'entre eux arriveront à tirer leur épingle du jeu? Les heures qui suivent devraient pouvoir permettre de répondre à cette question. Pour rappel, un seul candidat est sorti victorieux au terme du premier tour de la présidentielle et c'était en 1958, c'était le général de Gaulle. Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas été autorisés à accéder à l'intérieur du bâtiment, mais comme vous avez pu constater avec les témoignages des électeurs venant d'accomplir leur devoir des citoyens, l'engouement est certain et la satisfaction est totale. Emmanuel Macron, en première ligne, il s'est exprimé et je cite « Les Français ont exprimé leur désir de renouvellement. Notre logique est désormais celle du rassemblement que nous poursuivons jusqu'aux élections législatives. » Fin de citation. Coopération Côte d'Ivoire-France dans le domaine de la défense. Le général de division Wagondo Diomondé, chef d'état-major particulier du chef de l'État ivoirien, a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite français pour son parcours et pour son travail remarquable aux côtés du président ivoirien. Abou Sanogo.
La République française honore le général de division Wagondo Diomondi, chef d'état-major particulier du président de la République Alassane Ouattara. Il reçoit les insignes de chevalier de l'ordre du mérite national français. Par ce geste, la République française honore non seulement le soldat et l'officier de carrière au parcours remarquable, mais également le chef qui a mis sur pied le groupement de sécurité de la présidence de la République en partenariat avec la France. Le général a montré à travers toute sa carrière, il a à la fois fait une très bonne coopération avec mon pays, ce qui est quelque chose de très important puisque nous attachons beaucoup d'importance à un pays ami et allié comme la Côte d'Ivoire, mais à travers toutes les fonctions qu'il a occupées, il a montré un très grand savoir-faire, un grand sens des qualités humaines et de chef. C'est une joie légitime que d'être honoré par un pays, un grand pays comme la France. Et je voudrais remercier très sincèrement les autorités françaises. Le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division Wagondo Diomondi, est un modèle selon les invités. Nous sommes heureux pour lui, pour sa famille et pour le parcours qu'il a pu faire depuis 34 ans au sein de notre armée et au service de nos populations. Pour tout ce qu'il a connu, être encore aussi solide, aussi lucide et être l'homme de confiance du président, je crois que vraiment c'est un honneur pour nous tous et je crois que c'est un bon exemple également pour les jeunes qui viennent d'embrasser la carrière militaire. La cérémonie s'est achevée par un échange de présents. La délégation ivoirienne à Washington continue ses rencontres avec tous les partenaires de la Côte d'Ivoire. La France, le Japon et le Millennium Challenge Corporation ont tous confirmé leur volonté d'accompagner le pays dans la réalisation de ses projets de développement. Retrouvons notre envoyé spécial à Washington, Adama Koné. Fin de journée de travail au 12e étage du siège du Fonds monétaire international à Washington. La délégation ivoirienne a rendez-vous avec le ministre français de l'économie et des finances. Le menu de la rencontre a une saveur de prix du cacao. Beaucoup de pays africains ont à faire face à une baisse du cours des matières premières sur lesquelles ils comptaient pour leurs propres ressources budgétaires. La volonté de la France, c'est d'apporter à la Côte d'Ivoire, aussi bien pour ses investissements que pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, l'appui maximum de ce que nous pourrons faire. Entre les bâtiments des institutions bancaires et le Watergate Hotel, la mission ivoirienne trouve toujours le temps de faire entendre les préoccupations de la Côte d'Ivoire. Au sortir d'une audience, le Millennium Challenge Corporation affiche ses intentions. On travaille sur 2 projets, c'est vraiment pour améliorer les compétences pour les gens, pour l'emploi et aussi pour améliorer l'infrastructure à Abidjan. Donc il y a un projet, on discute, qui s'appelle l'urbanisation intelligente. C'est pour vraiment accélérer la croissance économique de l'Abidjan. Mais alors, quels chiffres cachent ces projets? On peut dire que ça sera un montant important. La coopération japonaise n'est pas en reste. Le renforcement des relations pour le développement est à l'ordre du jour. Nous sommes en train de faire beaucoup de projets dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine d'agriculture, dans le domaine de santé et dans le domaine de l'éducation. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre et moi ont discuté. Toujours au Watergate Hotel, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol, a été reçu par le Premier ministre ivoirien. Au cours de la mission, il a également été question de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines, Peter Barlerin, s'est en effet entretenu avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au département d'État, à l'abri des caméras. La ministre congolaise de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement est en mission de travail en Côte d'Ivoire. Avec son homologue ivoirienne, il a été question de partage d'expériences, notamment en matière d'autonomisation de la femme et aussi sur les questions du genre. Massokone Aboussanago. L'autonomisation de la femme et l'éducation de la jeune fille au centre d'une rencontre entre la ministre ivoirienne Mariétou Koni et la ministre congolaise de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement.
Les deux ministres ont pu échanger sur les réalités de leurs pays respectifs en matière de promotion du genre et la question de la parité dans les institutions. En République du Congo, plus de 80% des activités agricoles sont menées par les femmes. Et donc cela constitue pour nous une base très importante pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous avons tout dernièrement institué dans notre Constitution, en son article 17, la loi sur la parité. Et aujourd'hui, cet avant-projet de loi sur la parité dans les fonctions électives, administratives et politiques a déjà été validé au niveau du Conseil de cabinet et qui est à la porte du Conseil des ministres. Si au Congo, la question de la parité semble être plutôt bien appliquée, en Côte d'Ivoire, les moyens sont mis en place pour y arriver véritablement. Pour la Côte d'Ivoire, la parité est inscrite mais n'est pas encore opérationnalisée. Alors qu'au Congo, elles sont à l'étape d'avant-projet qui existe déjà. Nous n'avons pas cet avant-projet. C'est maintenant que nous sommes en train de mettre en place le mécanisme pour avoir notre projet de loi sur la parité. Les membres de l'Alliance des femmes leaders de Côte d'Ivoire ont pris part à cette rencontre au cours de laquelle elles ont pu faire part de leurs actions sur le terrain. Cette visite de la ministre congolaise intervient dans le cadre du renforcement des liens de coopération et d'échange d'expériences entre les deux pays. Où en est la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire? Le pays enregistre des avancées, notamment au niveau de la prévention et de la prise en charge. Mais le bémol reste le faible taux d'utilisation des moustiquaires imprégnés. Abou Sanogo. La lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire progresse. Le nombre de décès liés à cette pandémie est passé de 3200 en 2013 à 2600 en 2015 selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Progrès dû en majeure partie aux mesures préventives au nombre desquelles l'utilisation des mildas, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ce sont environ 3 millions de moustiquaires imprégnés que le gouvernement ivoirien distribue gratuitement chaque année et 75% des ménages en possèdent au moins une. Quand on s'en va à l'hôpital, on nous donne. Et puis on me dit on a quand même dans où le soleil tape pas 3 jours. 3 jours arrivent, on met dans la maison. Et puis, on se couche en bas. Si ici, dans ce village d'Adiaki, la milda est bien utilisée, ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là l'un des problèmes que rencontre la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Seulement 47% des moustiquaires sont utilisés avec une faible prépondérance en milieu urbain. Ce chiffre est faible. Mais c'est vrai, si on tient compte des années de 2012, le chiffre a progressé, mais ce n'est toujours pas fameux, ce n'est toujours pas intéressant. Mais il faut qu'on ait 80% d'utilisation de la moustiquaire. C'est pour ça que nous demandons à la population, ça a été donné gratuitement, on leur prie de bien vouloir l'utiliser. Malgré donc les efforts du gouvernement, le paludisme constitue encore un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Un problème que les acteurs entendent éradiquer également au moyen de la recherche. En témoigne ce colloque, le 4e du genre qui réunit organismes et institutions nationaux et internationaux engagés dans la lutte. À la population, il faut dire qu'il n'est pas bon du tout d'aller directement prendre un médicament antipaludique sans avoir fait un test. Il faut toujours faire un test avant. On gagne toujours à procéder ainsi. Je suis très optimiste quant aux possibilités d'aller vers l'élimination du paludisme en Côte d'Ivoire. C'est vrai que les défis sont grands, sont très importants. Mais c'est possible avec le plan stratégique national. Voilà qui montre que l'État ivoirien est engagé dans l'atteinte des objectifs du millénaire liés au paludisme. Un engagement qui serait plus net si les populations s'y mettent également. Au Burkina Faso, c'est un tableau beaucoup plus sombre qui est dressé. Le paludisme a tué l'an dernier 4000 personnes, dont 3000 enfants. C'est la première cause de consultation, d'hospitalisation et aussi de décès, selon le programme national de lutte contre le paludisme. Revenons sur l'actualité principale de ce dimanche. En France, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ils seront face à face le 7 mai prochain pour le second tour de l'élection présidentielle. Sylvie Touré. Explosion de joie au QG d'Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche arrive en tête du premier tour de la présidentielle avec 23,7% des voix. Plus qu'une marche donc à franchir
Pour le candidat de 39 ans, il devra affronter la candidate du Front National, Marine Le Pen, arrivée en deuxième position avec 21,7%. Aussitôt les résultats du premier tour connus, que s'ouvre le second tour avec le jeu des alliances. François Fillon, Benoît Hamon, quoique déçus, ont appelé à faire barrage à l'extrême droite, en termes plus clairs, à voter pour Emmanuel Macron le 7 mai prochain. Des ralliements de poids et de taille qui devrait propulser la marche de l'ex-ministre de l'économie vers l'Élysée. Guessabo dans le Haut-Sassandra, zone ouest de la Côte d'Ivoire. Ce département de Zoukoukbe est bien connu pour ses poissons en provenance du fleuve Sassandra. Mais cette année est assez particulière. Du fait de la sécheresse, le poisson se fait moins abondant. De nombreux pêcheurs pensent à la reconversion. C'est un sujet signé Ngana Konaté. Réputée pour alimenter en poisson toute la région du Haut-Sassandra et d'autres localités du pays, la ville de Guessabo est sur le point de perdre son grade. Il n'y a plus de poissons, seulement qu'elle est dans le vin. Pour notre village, là, on est assis à cause du poisson. D'après les pêcheurs, la rareté du poisson est due à une surexploitation des ressources halieutiques et à la baisse du niveau des cours d'eau, ce qui fait augmenter le prix du poisson. Précisément, j'étais pêcheur ici. Mais je trouve que le poisson qu'on vend, c'est devenu très cher. Ce qui est devenu 2 000, c'est devenu 4 000. Or, avant, tout le monde gagnait son prix de pain un peu normal. La sauce était bonne. Des séances infructueuses de pêche ont donc mis de nombreux exploitants sur la touche. Certains envisagent même quitter le domaine de la pêche pour s'orienter vers d'autres secteurs d'activité. En tout cas, on ne gagne même pas poisson. Vous voyez, hier, il y a eu 3 tas. Il y a eu 500 hier, donc aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Actuellement même, là, je suis en train de faire mes pièces pour aller à San Pedro pour faire gardiennage. Ouais, c'est chaud. Le petit marché de poissons en bordure de route n'attire plus les voyageurs. Les passants se plaignent de la cherté du poisson. On a tous les poissons. Il n'y a plus de poisson. S'il y avait poisson, c'est moins cher. Maintenant, il y a c'est cher maintenant. Sinon, avant, c'était moins cher. C'était très bon à prendre. Maintenant, là, vraiment, quand il n'y a pas de voiture, quoi qu'on a l'argent, alors que vraiment, on s'est débrouillé pour passer. Pour comprendre les raisons de la rareté du poisson dans les eaux, nous approchons la police pêche. Au nombre de 5, ils veillent aux alentours du débarcadère au bord du fleuve pour contrôler la taille des prises et faire appliquer les règles en vigueur. Le secteur de la pêche souffre également des mauvaises pratiques. Beaucoup de pêcheurs utilisent du matériel non recommandé et ne respectent toujours pas les tailles réglementaires de mailles de filet qui leur sont imposées. Les alevins que vous voyez là sont les mêmes qui grossissent jusqu'à avoir la taille des mâcherons que nous tous nous recherchons. Mais aujourd'hui, ils sont capturés par ces gens d'engins qui sont les moustiquaires, qui sont non conventionnels, qu'on ne veut pas. Quand nous on pêchait, il y avait assez de poissons. Présentement, il y a des gens qui vivent sur l'eau qui ne connaissent pas le chef du village de Guessabo. Ils ont donné des filets d'ailleurs, on ne sait pas de quelle main ils utilisent. Même le simple assama là, notre moustiquaire imprégné que le gouvernement nous a donné pour qu'on chasse les moustiques là, ont été utilisés pour la pêche. Et face à la surpêche du poisson dans les eaux, la police pêche fait des suggestions pour régénérer les stocks. Il va falloir aussi instaurer, comme ça se fait à Boisseau, la fermeture, le repos biologique. À Boisseau, à Yamé, du 1er juillet jusqu'au 30 septembre, la pêche est fermée. 3 mois. Il y a une bonne reproduction, les alevins ont le temps de se développer et à la fin, on a des bonnes tailles. La raréfaction du poisson semble avoir des répercussions sur toute l'économie du village. Souvent ça marche, mais ce n'est pas tous les jours ça marche. Ceux qui comprennent la paix, il y a un autre. Mais ceux qui ne comprennent pas, souvent ils s'en vont. Ils vont décider, il ne faut pas parler. Certaines vendeuses ont donc rendu le tablier. Celles qui restent essaient de sauver la réputation légendaire de ce marché de poissons. Voilà des pistes de solutions donc pour Guessabo, moderniser et mieux appliquer la réglementation en vigueur en matière de pêche. Dans la région du Onzi, c'est l'agriculture qui est en première ligne. Les cadres, les élus et les autorités coutumières ont décidé de se focaliser sur le travail de la terre, avec notamment le manioc, afin de relever le niveau économique de la région. Eugène Atoubé. La culture du manioc comme moyen de relèvement économique de la région du Zi. Un défi que veut relever l'ONG Action Femmes d'Afrique pour le développement AFA, formulé dans le projet Un Agba, un hectare d'Agba.
Agba en langue baoulé signifie manioc. On n'a plus de café, on n'a plus de cacao. Donc le manioc devient non seulement une culture vivrière, mais une culture de rente. Si nous cultivons de façon traditionnelle, de façon artisanale, ça sera encore plus difficile. Nous allons accompagner ce projet, sensibiliser davantage pour que la population puisse adhérer vraiment massivement. Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro et Dimbokro sont les 3 départements que couvre le projet Un Agba, 1 hectare de manioc. C'est cet homme, Dr Nyawa Jean-Baptiste, ingénieur agronome PhD, qui est chargé de son exécution. Tout à l'en croire incite à l'optimisme et les producteurs expriment à l'envi leur totale adhésion au projet. Nous avons la bonne terre pour produire le manioc. Nous disons à nos frères qui sont partis creuser l'or de venir. Nous allons travailler le manioc. On a de l'avenir avec le manioc. Nous initions des séminaires de formation pour apprendre aux paysans à cultiver le manioc. Parce qu'il s'agit d'augmenter la rentabilité du système de culture. C'est en 2016 que l'ONG Action Femmes d'Afrique pour le Développement, AFA, lance son ambitieux projet. 500 hectares de boutures seront distribués par la NADER, spécialement la variété Yavo, issue de la recherche et à haut potentiel de rendement, 45 tonnes à l'hectare, pour un cycle de 9 mois. Mais l'engouement est tel que cette année 2017, 6000 hectares de boutures sont prévus pour satisfaire la très forte demande. Les boutures n'étant pas sur place, il fallait qu'on paye les boutures très loin, à Daloa, à Bengourou, à Nibilikro. Et arrivé ici, il fallait maintenant tourner, distribuer dans les différents villages. En association avec le manioc, on utilise les légumineuses alimentaires telles que arachides, soja et haricots, qui ont un cycle court, un cycle de 2 mois et demi. Et donc ça permet aux paysans d'avoir des revenus intermédiaires, 2 à 3 revenus intermédiaires avant que le manioc ne soit formé. Jusqu'à présent, la réticence des paysans se trouve au niveau de la commercialisation. Produire, oui, mais surtout maîtriser les circuits de commercialisation et arriver à satisfaire la demande de plus en plus forte. C'est de loin le véritable enjeu du projet Un Agba, 1 hectare de manioc. La tendance actuelle sur les marchés locaux est révélatrice de l'inorganisation dans la région du Nzi de l'univers du manioc, depuis la production dans les champs jusqu'à la transformation. Les désagréments et les problèmes sont nombreux. Moi, j'ai payé un manioc de 12 000, tout est gâté dans nos mains. Ils nous ont coupé le courant. Il n'y a même pas de moteur pour piler. Donc vraiment, ça nous fatigue. La grogne des productrices d'Atiké de Bokanda sonne comme un catalyseur du projet Un Agba, 1 hectare de manioc. Chose intéressante, l'ONG garantit à ses producteurs l'achat de la totalité de leur production. De plus, elle veut donner au manioc de la valeur ajoutée par la transformation. Il est prévu 5 usines. Une à Dimokro, qui sera la toute première. Ensuite, Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro, Mayakro et Daokro. Certaines usines vont se spécialiser en pâte, de la farine pour le tapioca, la farine pour faire le pain. Ensuite, vous aurez la tchéké lui-même. Ensuite, vous aurez l'amidon. Les femmes Agba et les jeunes ont accepté le projet. Ils veulent travailler et ils veulent gagner de l'argent. Nous allons pouvoir faire au minimum 10 hectares par village. Nous aurons 2 usines, c'est-à-dire celle de Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro cette année. Le président de la République nous donne l'usine de transformation de Dimokro. Hier, le manioc était pour le peuple Agba un aliment de substitution quand l'igname était rare. Aujourd'hui, ce tubercule va devenir culture de rente et moyen de relance économique d'une région qui aujourd'hui vit dans l'ombre de son passé. Sur la scène culturelle, la 37e édition du Popo Carnaval bat son plein à Beaunois. Comme chaque année, une soirée rétro fait un clin d'œil au tube à succès des années 70 à 80. Serge Coléa, lui, revient dans ce reportage sur les origines du Popo Carnaval. Les anciens qui ont vu naître le Popo en 1972 bénéficient aussi d'une tribune. La soirée rétro, moment de souvenir pour situer cette plateforme culturelle et touristique dans son contexte historique. Nos aînés dans les années 50 qui avaient vu le masque européen porté par des anglophones
eux-mêmes ils en ont acheté pour en faire une danse, pour égayer les grandes personnes. Mais c'est des masques très laids qui effrayaient plutôt les enfants. Alors, il fallait attendre les années 70 pour que les cadres récupèrent cette danse pour en faire donc Popo Carnaval. En souvenir de cette tradition, il fallait donc aussi initier cette soirée. Cette soirée écrit à sa façon les notes égayantes du Popo. Avant là, on voyait le Popo courir. On dit non, il ne faut pas enfuir. En s'enchaîner à nous, les jeunes, pour montrer à le monde entier que non, il y a une fête qui se passe comme au Brésil. Jeunes et vieux vibrent au rythme des musiques des gloires du passé avec ici Ebaka Jérôme. L'orchestre Caméléon Jazz ressuscite les tubes de l'époque, aidé en cela par le non moins célèbre El Pico. Cette soirée est véritablement un regard incrusté dans le rétroviseur des 37 éditions de ce carnaval. Le ton ainsi donné, les initiateurs ne peuvent que se sentir confiants pour la suite. Au terme des 2 semaines, nous pensons atteindre 2 millions, 2,5 millions de festivaliers. Environ 2 millions de visiteurs. C'est un pari qui pourra être attesté au soir du carnaval prévu le 29 avril 2017 avec le gigantesque défilé qui met en scène la richesse de la culture du peuple abouré dans toute sa diversité et dans toutes ses composantes. Actualité oblige, quittons Beaunois pour la France, où nous retrouvons maintenant notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo. Elle se trouve au quartier général du candidat François Fillon. Et là, c'est le découragement pour les partisans. Alexis Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Fatou. Eh bien, ce qu'on peut dire ce soir, c'est que les sondages ont fait mouche pour cette présidentielle française. Des sondages qui annonçaient un Emmanuel Macron en tête de liste depuis près d'une semaine. Les données sont donc confirmées. Nous sommes actuellement dans le 15e arrondissement, devant le quartier général d'Emmanuel Macron, qui est un peu plus tôt sorti pour entonner la Marseillaise avec toutes ces personnes venues de façon assez spontanée, lui dire félicitations ou encore encouragement. Ici, au QG, quelques sympathisants sont présents. Ils devront faire mouvement vers la porte de Versailles où une grande fête est annoncée. Une chose est certaine ce soir, Fatou, une nouvelle campagne s'ouvre pour cette présidentielle française. Merci Alexis. L'actualité internationale, c'est aussi le 7 sur 7, fait marquant de la semaine dans le monde entier. Pardon. Notamment avec les mouvements sociaux au Venezuela et aussi le congrès sous haute tension du parti populiste AfD en Allemagne. Sidonie Davila. Près de 1500 détenus palestiniens en Israël ont entamé une grève de la faim lundi pour mettre fin aux abus de l'administration pénitentiaire d'Israël. Ces prisonniers souffrent de torture, de négligence médicale, de traitements dégradants et inhumains. Environ 500 sont incarcérés sans procès ni inculpation. Répondant à l'appel d'un dirigeant du Fatah, le mouvement de protestation est inédit. Au lendemain de la victoire des partisans de la réforme constitutionnelle voulue par Recep Tayyip Erdogan, l'opposition turque maintient ses doutes sur le résultat du référendum. Elle a donc saisi mardi la commission électorale pour dénoncer des pressions et des irrégularités lors du scrutin. Le Haut Conseil électoral turc a aussitôt rejeté les recours de l'opposition qui compte cependant engager un autre recours contre le référendum. Des milliers d'adversaires et de partisans du président socialiste Maduro ont défilé mercredi dans les rues de Caracas où l'on dénombrait au moins 7 morts au cours de la journée. Dans un contexte d'aggravation de la crise politique et économique, pour l'opposition, il s'agit de la mère de toutes les manifestations. L'objectif est d'obtenir l'organisation d'élections générales cette année.
À 3 jours du premier tour d'une élection présidentielle placée sous haute surveillance en raison de la menace terroriste élevée, des coups de feu ont tout de même retenti jeudi sur les Champs-Élysées à Paris. Un quart de policiers a été pris pour cible, un policier tué et 2 autres grièvement blessés. L'agresseur a été tué en riposte. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. 2 jours avant, un attentat avait été déjoué par les services de police à Marseille. Après plusieurs reports, le Mali a terminé vendredi l'installation des autorités intérimaires dans les 5 régions du Nord. Une disposition prévue par l'accord de paix en attendant l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants. Les dernières autorités intérimaires ont été installées à Tombouctou et à Taoudéni. À 5 mois des élections législatives, l'enjeu est de taille pour les populistes allemands de l'AfD. Samedi, ils ont entamé un congrès de 2 jours, marqué par d'intenses luttes internes et perturbé par des contre-manifestations, émaillé d'incidents avec les forces de l'ordre. Les militants de l'AfD se réunissent à Cologne pour tenter de se mettre en ordre de bataille pour les législatives. L'AfD aspire à devenir le 3e parti de l'Allemagne. L'affiche du second tour de la présidentielle est connue. Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen. Les 2 candidats sont arrivés en tête du premier tour ce dimanche. Merci Sidonie Davila. L'actualité principale de ce dimanche donc, le passage d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle française le 7 mai prochain. François Fillon, Alain Juppé et Benoît Hamon ont déjà appelé leurs partisans à voter Macron pour le second tour. Merci à tous de nous avoir suivis. La rédaction de RTI 1 a une pensée ce soir pour les habitants de Biancouma, ville de l'Ouest ivoirien. C'est dans la région du Tonpi. Biancouma est à environ 700 km au nord-ouest d'Abidjan et à 46 km au nord de Mans. Les tisserands y fabriquent des toiles en bleu et en blanc avec du véritable indigo. Bonsoir à tous. I stop.